Bonjour, ravie d'être avec vous pour cette nouvelle émission. Est-ce que c'est grave, docteur? Ou plus simplement encore, c'est grave, docteur? Point d'interrogation. C'est une question qu'on se pose souvent et qu'on pose souvent finalement à des moteurs de recherche. Alors nous aujourd'hui, on a des spécialistes sur le plateau pour répondre à ces questions. Et comme aujourd'hui nous sommes le 15 mars et que c'est la journée mondiale du sommeil, nous allons en parler avec le docteur Pascal Legros. Vous êtes médecin somnologue. Oui, bien, c'est bien. Psychologue somnologue Kevin Collet. C'est ça. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis Vincent Liévin, journaliste santé pour m'accompagner. Exactement. Exactement. Je dors déjà. Tu m'as hypnotisé. Tu n'as pas bien dormi. Non, j'ai très mal dormi. Est-ce que vous avez bien dormi? Cette nuit-ci, c'était moyen. Et je pense que peut-être la première chose, l'un et l'autre, peut-être pour y répondre, finalement, le sommeil, qu'est-ce que c'est? Les différentes étapes, on ne sait pas, hein. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut déjà se poser. Alors qu'on le fait tous les jours. Voilà, on dort tous les jours, enfin on espère en tout cas, enfin moi oui. Mais c'est quoi finalement le sommeil? C'est quoi les différentes étapes du sommeil? Mais avant de parler des étapes, je pense qu'il est intéressant de planter le décor. On parle toujours du sommeil, tout le monde en parle, mais sans savoir vraiment à quoi il sert. On a souvent tendance à dire que c'est un peu inutile, c'est une perte de temps, etc. Mais non, c'est vraiment un gros problème de santé publique. En fait, c'est une épidémie qui dépasse celle de l'obésité. C'est vraiment un problème qu'on devrait prendre à bras-le-corps et qui ne l'est pas. Une fois que ceci est planté, on peut parler de tout ce que vous voulez par ailleurs. Justement, les différentes étapes du sommeil, il y a l'endormissement, il y a le sommeil profond, ça se passe comment? C'est l'activité, on va dire, cérébrale qui permet de distinguer différentes phases dans le sommeil. Et on va essentiellement distinguer 3 états bien distincts. On va distinguer l'éveil, ce qu'on appelle le sommeil non-REM et le sommeil REM. Le sommeil, on va dire non-REM. Non-REM, c'est un acronyme qui oppose ce sommeil au sommeil REM. REM qui veut dire Rapid Eye Movement. C'est un sommeil où on va retrouver des saccades oculaires rapides. C'est quelque chose qui est très spécifique du sommeil des rêves, en fait. Ok, c'est ce que j'avais demandé. C'est à ce moment-là qu'on rêve, Tout à fait. Mais les rêves un peu décousus, farfelus, etc., c'est vraiment typique du sommeil paradoxal, le sommeil REM. Encore en plusieurs phases. Il y a le sommeil très léger, qu'on appelle la phase hypnagogique, où on sent qu'on commence à s'endormir. Oui. Et puis vient le sommeil léger, qui lui représente près de 50% du temps de sommeil total. Hein. Donc quand les patients nous disent « mais oui, moi j'ai l'impression que je dors de manière légère », oui, et c'est normal. Vont se succéder de manière très stéréotypée pour former des cycles. Hein. Donc je fais du 1, puis du sommeil léger, très léger, profond. Je reste en profond un certain temps, je remonte vers du sommeil de plus en plus léger pour faire une première phase de sommeil paradoxal. Et ça forme un cycle qui peut durer 120 minutes en moyenne. Je voulais juste rebondir parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit par le docteur Legros sur lequel tu voulais appuyer. C'est ce côté justement, est-ce que c'est nécessaire de dormir? Notre société nous dit qu'il faut travailler, il faut éliminer le sommeil, comme ça on peut jouer sur les écrans, on peut faire plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on manque de sommeil et ça se traduit notamment en voiture où aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'accidents de la circulation qui sont dus à un manque de sommeil. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est qu'il faut arrêter de faire croire aux gens, ne dormez pas, vivez, mais il faut évidemment dormir. Il y a une grande phrase d'ailleurs qui dit « je dormirai quand je serai mort ». Oui. Hein? C'est vrai. Ce qui est une très mauvaise phrase, mais tellement vrai. Tellement vrai, quelque part, oui. Parce qu'on dit que le manque de sommeil en voiture, ça ressemble à une certaine alcoolisation aussi. Tout à fait, parce qu'on parle beaucoup de l'alcool, des diverses drogues, etc. Mais on oublie effectivement fréquemment l'importance du sommeil. C'est à peu près un tiers de notre vie qui sert en gros à conditionner les 2 autres tiers pendant lesquels on est censé être éveillé. Et ce tiers, si vous le malmenez, il n'y a rien à faire. Vous n'arriverez pas à bien vivre votre journée habituelle dans toute sécurité. Et le manque de sommeil et le manque de qualité de sommeil sont 2 facteurs qui peuvent effectivement impacter grandement la sécurité routière, mais pas que, évidemment. Je me permets de rebondir parce que tout à l'heure, on évoquait c'est quoi le sommeil? Il y a le plan physiologique, mais sur le plan, on va dire, biologique, le sommeil, c'est avant tout un besoin primaire. C'est comme manger, c'est comme boire. On ne peut pas se passer de boire, on ne peut pas se passer de manger, on ne peut pas non plus se passer de dormir. On peut le dire, ça sert à quoi le sommeil? Qu'est-ce qui se passe pendant... On a expliqué techniquement, mais effectivement, on se repose, mais il n'y a pas que ça. On rêve, on emmagasine des choses, il se passe plein de choses en fait.
En fait, il faudrait voir, me semble-t-il, le sommeil comme une grande entreprise de nettoyage nocturne, vous voyez ? Donc, vous travaillez la journée, vous vivez votre vie, etc. Puis, vous accumulez toutes sortes de déchets, finalement, dans votre cerveau. Et le sommeil sert simplement à nettoyer tout ça. Donc, vraiment, à régénérer, si vous voulez, le travail synaptique entre les neurones, à évacuer les produits qui sont inutiles au niveau du cerveau et consolider la mémoire aussi. Ça, c'est plutôt dans les phases de sommeil REM, donc paradoxal que ça se fait. Donc, c'est à la fois nettoyer votre maison et ranger tous les objets pour le lendemain. En plateau, moyen, Petit. petit. Tu as de la chance. Quand vous dites petit, c'est inférieur à 6 heures, donc ou pas? Tout juste 6 heures, oui. Ah oui, quand même. Kevin? Moyen, entre 7 et 8. 7 heures, moyen. Eva est allée un petit peu à la rencontre des gens, a fait un micro-trottoir pour justement voir un petit peu s'ils dormaient bien, combien de temps ils dormaient et s'ils avaient des petites habitudes avant de s'endormir. Donc on va regarder ça tout de suite. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la thématique du sommeil. Une nouvelle fois, je vais partir à la rencontre des gens et en apprendre un peu plus sur leurs habitudes. Mais d'abord, une petite sieste. Bon, et fini la sieste, c'est l'heure quand même d'aller s'intéresser un peu aux gens. La question est simple, est-ce que vous dormez bien? Très bien. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, on va dire que plus ou moins, ouais. Ça dépend des jours. D'accord. Vous dormez combien d'heures par nuit en général? 6 heures quand je travaille et 8 à 9 quand je suis en congé, je dirais. 6. Environ 6 heures. Ça varie entre 4 à 6 heures. 6 à 7. Ouais, moi aussi. J'essaie 8. 8? 7. 7, 8. Vous vous aidez, vous avez un petit rituel avant de dormir? Non, non, non. Non, j'ai des gènes extraordinaires, je me couche, je m'endors tout de suite. Un petit peu de mélatonine. D'accord. Moi, peut-être de la musique, ou alors je mets un film ou une série devant et je m'endors. Je lis. Je réfléchis et je dors plus. Non, rien de spécial. Vous pensez qu'une bonne literie a un impact sur la qualité de votre sommeil? Je vais vous dire, je vais vous le prouver simplement. Il vaut mieux ressentir les choses que plutôt toutes les belles explications. Allongez-vous ici sur le matelas. Je vous donne le micro. Oh, Bonjour. je pousse la chancelette. Ah, vous faites comme vous voulez. Est-ce que ça a de l'impact sur le sommeil? Comment est-ce que vous sentez là? Ah voilà, je me sens bien. Franchement, réellement. Je me sens bien. Vous voyez dormir toute une nuit là? Non, Mettez-vous peut-être sur pas. le côté. Quoique, fois si, c'est quand même sympa. Hein. Vous voulez qu'on essaye un petit quelque chose d'autre, voir si vous sentez pas un petit peu mieux, rien qu'en 10 minutes. Hein. Allez, c'est parti. Allez, et là, justement, on va rien aller d'exceptionnel. On va juste retourner sur les literies, ou style les matelas que nos grands-parents avaient. Regardez, allongez-vous. Oh. Vous voyez, Je vais rester là, je crois. rien que votre sourire, sans rien même donner comme explication. Il a parlé. Donc, dites-moi donc, pensez réellement qu'après une nuit là sur le matelas, ou une nuit, vous dormirez mieux où? Je suis sûre que je dormirai. Donc, c'est simple, je pense vraiment que la literie a de l'impact sur le sommeil parce que là, c'est hyper On confort. vous laisse 4 minutes. On tamise un peu les lumières. Je pense que vous partez. Bon, visiblement, des gens dorment bien, d'autres pas vraiment. Certains dorment 6 heures, d'autres 8 heures. Moi, mon petit rituel avant d'aller dormir, c'est un bon micro-trottoir dans les rues de Namur. Bah voilà Eva, on est ravis pour toi vraiment. On va réagir parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont dites. J'ai vu que vous tiquiez sur certaines choses. Il y a l'environnement effectivement du sommeil. Il y a les gens qui dorment 6 heures la semaine. C'est pas ton cas toi Vincent, toi tu dors toujours 6 heures, mais qui ont besoin de 8. Donc ça c'est au niveau de la société, de comment ça fonctionne, ça complique aussi un peu les choses. Et puis j'ai entendu mélatonine, j'ai entendu écran, enfin voilà. Je vous laisse réagir. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. À toi l'honneur, Pascal. Non, tout simplement, voilà, ce qu'on a entendu représente bien ce que nous entendons aussi en consultation, au laboratoire. Donc, vous avez divers avis. Voilà, c'est tout à fait individuel. Hein. S'endormir demande un lâcher-prise, et c'est ça la meilleure façon de s'endormir, mais c'est pas évident dans notre société. Le lâcher-prise, c'est très psychologique. Il y a le lâcher-prise, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la bascule vers le sommeil, c'est un automatisme qui, dans des conditions standards, ne nécessite en fait aucun effort ou aucune astuce ou aucune stratégie externe à soi, en fait. Et de notre point de vue, généralement, quand les patients essayent d'avoir recours à des stratégies pour essayer de s'apaiser dans le lit, j'entends, avoir des rituels avant la mise au lit, etc. C'est évidemment recommandé, avoir un sas de décompression pour évacuer les soucis, les tracas, les tensions qu'on a pu mobiliser pendant la journée. Une chose, à mon avis, importante dont on pourrait parler, c'est est-ce que l'heure à laquelle on va se coucher est importante? Est-ce que les heures avant minuit comptent double ou pas? La pleine lune, la méditation avant de dormir. Le premier cycle de sommeil
en particulier est extrêmement riche en sommeil lent profond. Et donc, comme en gros la première moitié de nuit par rapport au sommeil de rêve qui est plutôt présent en deuxième moitié de nuit. Et donc, ce sommeil profond est quand même important pour la récupération physique. Et donc, on considère que si on perd déjà une quantité de sommeil profond importante en début de nuit, on est mal parti, quoi. Donc, on ne peut pas avoir ce sommeil profond plus tard, si on va dormir plus tard? Tout est une question en fait de rythme également. Si votre habitude c'est d'aller coucher à minuit et de vous lever à 6 heures, vous ferez votre sommeil profond entre minuit et 3 heures. Maintenant, si exceptionnellement vous vous décalez de manière abrupte parce que vous avez une sortie avec des amis et vous allez coucher à 3 heures du matin et vous vous levez à 9 heures le lendemain, vous avez toujours vos 6 heures de sommeil, mais comme votre rythme se décale de manière abrupte, vous risquez de zapper une partie de votre sommeil profond à ce moment-là. Maintenant, c'est une fois, donc c'est anecdotique. Ce qui va se passer, c'est comme si vous voyagez en décalant vos horaires d'1 heure dans le fuseau horaire transméridien. Donc effectivement, il y aura un petit moment qui va vous paraître curieux, où vous n'avez pas l'impression d'être en forme au moment où vous devez l'être, etc. Mais tout ça s'atténue facilement en quelques jours et tout rentre dans l'ordre facilement. En gardant le rythme. En gardant les rythmes, oui. Juste un petit peu expliquer ce que c'est qu'un somnologue et comment fonctionne votre service en quelques mots, quoi. D'abord, dire que la médecine du sommeil, c'est une médecine transversale. Donc, ça recouvre beaucoup de spécialisations, puisque la médecine du sommeil, qu'est-ce que c'est? C'est comme si on disait la médecine de la veille, quand vous êtes éveillé, ou la médecine du sommeil quand vous dormez. Donc, pendant que vous dormez, bien entendu, plein de choses peuvent se passer. Donc, de multiples spécialités sont concernées par le sommeil. Ça, c'est déjà une chose. Raison pour laquelle nous travaillons effectivement en multidisciplinarité. C'est vraiment notre marque de fabrique, on va dire, par rapport à beaucoup de labos du sommeil, qui en général se contentent de voir y a-t-il un problème respiratoire ou n'y en a-t-il pas. En gros, c'est plutôt ça. Je propose qu'on voit justement un petit peu comment s'est passé, en l'occurrence, mon test du sommeil, mais de manière générale, comment se passe un test du sommeil chez vous à la clinique Saint-Luc à Bouges. Je suis de retour à la clinique Saint-Luc, car aujourd'hui nous allons suivre Corinne qui va effectuer un test du sommeil. Je vous emmène avec moi pour suivre les différentes étapes. Bonjour. Je suis actuellement dans le couloir où Corinne va passer son test du sommeil. Je vais aller la retrouver dans sa chambre, voir si tout va bien. Comment ça va? Ah, Eva, mais viens, entre. Je t'en prie. Pas mal, hein? Bien installé. Écoute, moi, je trouve, franchement. Pas mal du tout. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, les petites formes d'usage, j'ai envie de dire. J'ai dû remplir un long questionnaire, mais je pense qu'en fait, normalement, ça, tu le remplis avant. Mais nous, on est dans des circonstances un peu particulières ici. Et voilà, j'ai dû remplir plein de questions. Et puis là, j'attends qu'on vienne me mettre tout l'harnachement. Et je me suis dit, pourquoi pas le petit clin d'œil, petit clin d'œil le réveille. Donc, mais je suis contente que tu viennes me rendre visite. C'est pas que je m'ennuie, mais... Et comment tu te sentais un peu stressée ou c'est... Alors, mais pas du tout. Non, mais ça se voit en tout cas. T'as l'air tout à fait détendue. Alors, il y a quand même un facteur qui est favorisant, c'est que je suis pas chez moi et que chez toi, tu as toujours 36 000 trucs à faire. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça. Bon, du coup, là, la prochaine étape, c'est qu'on va venir te placer les électrodes, comme tu m'as dit. C'est l'étape la plus désagréable, je pense. On a vraiment hâte d'ailleurs de te voir avec ces électrodes. Moi pas. Donc, je te retrouve d'ici une dizaine de minutes et on a hâte de te découvrir. Écoute, moi pas du tout, mais bon, je joue jusqu'au bout. Hein. Oui, allez, je te laisse avec ton livre, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va, Corinne? Oh, t'es équipée? Ça va nickel. Eva, franchement. Écoute, franchement, je trouve sincèrement que tu es à ton avantage. Je t'ai apporté plein de petits cadeaux pour que tu puisses passer ta nuit. Oh, dis, c'est mignon ça. Regarde, tu as des petits doudous, comme ça tu... Tu crois qu'il y a encore un peu de place pour les mettre? Je sais pas où tu vas les mettre. Et puis je t'ai pris une petite veilleuse aussi, comme ça, hop, tu vas pouvoir... C'est une super idée, la petite veilleuse. Attends, je vais même te la brancher. Bon alors, raconte. Écoute, est-ce que franchement, ça a besoin d'une explication? Non, franchement, je me pose quand même la question de savoir est-ce que je vais vraiment dormir normalement? Parce que le principe, en fait, ici, particulièrement, c'est de rester au plus proche de nos habitudes de sommeil.
Et pour le coup, j'espère que tu ne dors pas comme ça le Écoute, soir. pour le coup, effectivement, j'ai l'impression d'être un peu dans le 5e élément de Luc Besson. Donc normalement, je suis censée m'endormir à la même heure que d'habitude. Et donc, je vais essayer de dormir. Tu ne m'envies pas, hein? Là, j'avoue que je suis contente de rentrer dormir dans mon lit ce soir. Mais moi, je peux pas rester avec toi cette nuit. Du coup, je te propose de connecter ton téléphone. On reste connecté avec ça et on se voit demain. Alors. On ferme les lampes. Ouais. Allez, je te souhaite une bonne nuit. Merci, Eva. À demain. À demain. Bonne nuit. Ciao. Ciao. Bon, et ben voilà, Corinne est prête pour passer son test du sommeil. On espère pour elle qu'elle va passer une belle nuit et on la retrouve demain matin. Alors, il est plus ou moins 23h45. Je ne sens pas encore vraiment le sommeil qui m'appelle. Bon, alors, cette nuit commence mal. En principe, je m'endors plus ou moins en 5 minutes, mais là, un quart d'heure et je ne dors pas encore. Coucou Eva, ben voilà, il est plus ou moins 7h30 du matin. Le jour est déjà bien levé. Et du coup, moi aussi, je suis bien réveillée. Je vais demander pourquoi on vient de me libérer. Et je trouve que finalement, étant donné les circonstances, j'ai quand même pas mal dormi. Bon, alors Eva, ça y est, je vais aller enlever les derniers stigmates de cette nuit test du sommeil. Et je vais peut-être aller me faire un petit brushing. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben voilà, c'est la fin de l'expérience. Donc là, je quitte la clinique Saint-Luc. Tout s'est bien passé. Je me sens reposée. En plus, il y a un grand soleil, donc ça c'est top. Je repars juste avec... Nathalie m'a préparé une seringue d'acétone parce que j'en ai la colle dans les cheveux. Et là, je pense qu'on va analyser les résultats en plateau. Ben voilà, mais franchement, chouette expérience. J'espère que du coup, ça va rassurer les gens qui doivent en faire un. Bon, après moi, j'ai pas. Après, on va voir les résultats, mais à la base, je m'endors quand même facilement. Là, un petit peu plus difficile de m'endormir, mais ça paraît logique. Mais en plus, j'ai essayé de m'endormir plus tôt que ce que je m'endors d'habitude, parce qu'en général, je m'endors vers 1h du mat, et là, il était minuit. Je me suis réveillée un peu plus souvent, mais j'ai l'habitude de me réveiller 2-3 fois par nuit déjà pour aller à la toilette. Je rassure aussi, on peut se déplacer. Parce que là, t'avais l'air harnaché. Oui, hein. mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans le reportage, mais on peut se déplacer aussi facilement. Et alors, du coup, les résultats, docteur Legros? Ici sont repris simplement à la grosse louche toutes les caractéristiques principales, bien entendu, mais on peut vous assurer que sur les écrans, les tracés électroencéphalographiques étaient parfaits. Donc vous avez bien une alternance ici de sommeil léger, profond, paradoxal, vous voyez, avec des cycles qui se répètent parfaitement. La saturation d'oxygène est excellente, quasi pas d'arrêt respiratoire. La position dans le lit a été plutôt une position latérale des deux côtés. Et on voit la quasi-absence de ronflement. Ça, peut-être que ça rachète un petit peu la dignité que j'ai perdue dans le reportage. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce type d'examen, par exemple, vous qui en faites quotidiennement? Écoutez, on peut découvrir beaucoup de choses, évidemment. Il faut savoir que pour ce qui est des rythmes du sommeil, ce n'est pas nécessairement le meilleur examen. Voyez, on a d'autres outils par rapport aux personnes insomniaques, décalées, etc., que ceci, via des agendas de sommeil, des enregistrements actigraphiques qui montrent l'activité durant la journée, etc. Donc, il n'est pas toujours nécessaire de faire un examen de sommeil. Mais une fois qu'on le fait, le but, c'est de voir, une fois vraiment endormi, ce qui se passe. Est-ce que tout se passe bien au niveau respiratoire? Est-ce qu'il se passe bien, tout se passe bien au niveau cardiaque? Est-ce qu'il se passe bien, tout se passe bien au niveau d'éventuels mouvements moteurs des jambes? Oui, c'est ça. Anormaux, Les jambes etc. sans repos, Donc il faut un peu démystifier, dire c'est pas grave à la limite que la nuit ne soit pas vraiment représentative des nuits habituelles. Mais du coup, alors ça s'adresse à qui, un test du sommeil? Les personnes qui le plus souvent vont arriver à la consultation de médecine du sommeil, c'est des patients qui vont avoir des problèmes en journée. C'est probablement qu'il y a quelque chose qui se passe pendant la nuit. Alors ça va s'accompagner évidemment de symptômes nocturnes. Souvent les patients vont se réveiller, vont dire j'ai l'impression que mon sommeil est léger, superficiel, je me réveille le matin, c'est comme si j'avais pas dormi. Mais en fait, non, mais c'est bien que tu dises ça, parce que moi, j'ai quand même entendu que le docteur Legros disait qu'il y avait eu quelques arrêts respiratoires. Et je me dis, est-ce que je dois m'inquiéter? Pas du tout. Parce qu'il faut connaître un petit peu l'intensité du problème, vous voyez. La normalité, c'est de faire jusqu'à 5 apnées par heure de sommeil. Ça veut dire que quelqu'un qui dort 8 heures peut très bien faire une quarantaine d'arrêts respiratoires d'au moins 10 secondes par heure de sommeil. Et donc, non. 40, c'est pour toute la nuit, bien entendu. Et ceci est tout à fait normal. Ça devient anormal qu'à partir du moment où ces événements deviennent trop nombreux, et en particulier quand ils ont un retentissement sur le fonctionnement diurne, bien sûr. On considère
traite en général au-delà de 15 apnées par heure et on est sévère au-delà de 30 apnées par heure. Ok. Donc, du coup, quelle est la prise en charge, justement, que vous allez, après le test du sommeil, si ça ne se passe pas bien comme moi, quels différents types de prise en charge il peut y avoir? L'apnée du sommeil, déjà? Ça concerne beaucoup de conjoints. Oui, évidemment. Directement. Oui. Si, souvent, c'est la plainte du conjoint Exactement, qui amène le tout à fait. patient en consultation, effectivement. C'est tout l'intérêt de l'approche multidisciplinaire. C'est d'arriver à identifier quel est le problème principal de sommeil du patient. Le patient peut avoir un syndrome d'apnée tout à fait modéré, à la limite du seuil qu'on va traiter. Comme le docteur Le Gros le disait, 16 apnées par heure, oui, c'est significatif. Mais si à côté de ça, le patient il dort 4-5 heures par nuit et en 3 morceaux toutes les nuits, ben, il est probablement plus insomniaque que ce qu'il n'est apnéique. Oui. Donc, est-ce qu'on va aller proposer une CPAP, donc le masque avec lequel on dort pour traiter les apnées, à quelqu'un qui a déjà des grosses difficultés pour s'endormir par ses propres moyens, qui a un sommeil perturbé et fragmenté? Les recommandations, c'est non. Les recommandations, c'est de prendre de manière conjointe les deux problématiques en parallèle. Et donc, en fonction de la discussion qu'on va avoir en interdisciplinarité avec le patient, on va décider du trajet de soins à mettre en place. Soit on prend en amont en charge la problématique de l'insomnie, et puis ensuite on introduit le traitement de l'apnée, ou alors on fait les choses de manière vraiment en parallèle. Ou alors si le patient dit non, moi je ne veux pas aller chez le psy pour mes insomnies, je prends la CPAP ou le traitement de l'apnée et puis advienne que pourra. Ça peut être, c'est un cas de figure possible aussi qu'on ne recommande pas, mais voilà, le patient reste libre de décider son traitement. Il y avait, on parlera d'ailleurs aussi de l'inégalité devant le sommeil. On va en parler notamment, tu vas en parler, Vincent, homme-femme. Mais il y avait une petite remarque, moi, qui m'a fait sourire quand je suis arrivée. Je tiens quand même à dire que, honnêtement, si on vous le prescrit, n'hésitez pas. Allez-y, parce que vraiment, voilà, à part de la colle dans les cheveux, moi, je n'ai subi aucun traumatisme. Et en plus, honnêtement, j'ai été super bien reçue dans votre service. Je les remercie d'ailleurs. Mais dès que je suis arrivée, quand on a parlé d'apnée du sommeil, vous m'avez dit, docteur, que même au niveau de l'anatomie, de la mâchoire, etc., on pouvait déjà voir s'il y avait un risque ou pas. J'étais très étonnée de ça, en fait. Oui, donc les apnées du sommeil, en fait, résulte d'un blocage respiratoire qui se fait à l'arrière du massif lingual. Donc c'est au fond de la gorge que ça se passe. Alors cet espace peut être naturellement plus réduit chez certaines personnes que chez d'autres. Et en particulier dans certains cas de figure d'anatomie avec une mâchoire qui est petite, qui est en retrait, etc., on peut éventuellement présupposer qu'il risque d'y avoir un problème. Alors qu'il s'agit éventuellement d'une personne qui n'est pas du tout en surpoids, puisque le morphotype le plus habituel des apnéiques du sommeil, ce sont les gens en surpoids ou obèses. Et donc, on peut deviner parfois au physique même des gens minces qu'il peut effectivement y avoir un problème. Maintenant, la prédictivité n'est pas excellente non plus. C'est vraiment un feeling qu'on peut avoir, qui est parfois confirmé, mais qui peut être parfois complètement infirmé aussi. Le questionnaire n'était pas rébarbatif? Parce que tu as évoqué la question du questionnaire. Mais non. C'est sur les habitudes de vie. C'est un peu les habitudes de vie, si on prend des médicaments ou pas. Et la période de la vie, et là on va peut-être en venir aussi, le côté hormonal chez la femme qui fait qu'elle n'est pas nécessairement égale. Oui, c'était un peu la thématique de la journée mondiale de cette année-ci, à propos du sommeil, c'est que les femmes sont sous-diagnostiquées, enfin les problèmes de sommeil chez les femmes sont sous-diagnostiqués, notamment parce qu'elles doivent faire face à des problèmes hormonaux, à des grossesses et donc à des évolutions de leur vie et de leur corps. Et est-ce que vous avez plus de femmes qui viennent chez vous ou c'est vraiment un problème? Vous voyez vraiment une différence entre les deux? Nous, ce que nous remarquons, je pense, c'est que, ne m'en voulez pas, mais les dames se plaignent plus vite de leur sommeil que les hommes. Ah, du sommeil, parce que pour le reste, pas. Ou pour le formuler de manière plus diplomatique, désolé. Elles vont plus rapidement oser demander de l'aide. Voilà. Elles vont moins rapidement. Non, elles vont plus facilement rapidement. oser, Plus facilement oser demander de l'aide. C'est ce que je voulais dire. Que les hommes.
Mais il y a le côté hormonal quand même qui joue beaucoup finalement. Enfin, moi personnellement, je l'ai senti au long de ma vie que les hormones, même si j'ai un bon sommeil, il est quand même moins bon qu'avant. La ménopause est une phase de la vie de la femme qui est bien connue pour... Voilà, on saura tout de ma vie en fait après cette émission. Intéressante et probante pour expliquer un rôle hormonal différent. Chez les tout petits, ça va être des problèmes de croissance, un problème de développement. Parce que le sommeil va être les tout petits, en fait, dorment énormément. Hein. Eux, ils dorment près de 2/3 du temps pour justement se développer normalement. Une fois qu'on arrive, on va dire, en primaire, à 6-7 ans et plus, ce qui va indiquer la présence d'une problématique de sommeil, c'est le comportement de l'enfant. L'adulte, quand il a des problèmes de sommeil comme des apnées, il va être somnolent la journée. C'est-à-dire que quand il se pose, il va piquer du nez. L'enfant, c'est l'inverse. L'enfant qui dort mal va lutter contre la somnolence en étant hyperactif. Et donc des enfants qui ont des problèmes d'attention, de concentration, qui ne savent pas rester assis en classe, avant en fait de dire « Ah, cet enfant, il a peut-être de l'hyperactivité », c'est important de s'intéresser en fait à son sommeil, de s'assurer qu'il dort assez, qu'il n'est pas surexposé aux écrans ou qu'il n'ait pas une problématique de sommeil comme des apnées. Ça peut arriver chez l'enfant aussi. Un grand merci à tous. Merci à vous. Et un bon sommeil alors. Hein. Bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit.